Ce festival sur l'art brut est devenu la spécificité de la maison Frédéric Chopin dans le quartier des Beaux-Arts. À l'époque où j'étais conseiller général, j'ai suivi ces travaux de très près, parce que d'abord j'aime beaucoup l'art brut, et puis j'ai trouvé l'initiative intéressante dans un quartier qui est prédisposé à recevoir l'art brut. Ici, il y a eu de grands artistes d'art brut. Je vais y revenir tout à l'heure. Et puis il y a un projet de musée qui est pratiquement ouvert, sur lequel la première pierre a été posée et qui ouvrira de façon définitive dans les mois à venir. Voilà, donc moi je prends actuellement la délégation d'adjoint au quartier centre, donc les délégations sur le centre-ville. Il se trouve que énormément d'établissements culturels se trouvent sur le centre-ville. Il y a aussi cette maison pour tous. Bon, je n'ai pas, moi, par contre, participé ici à l'élaboration de ce festival, donc je ne vais pas en dire. D'ailleurs, c'est pas mon rôle. Voilà. Mon rôle, c'est de dire que pour ma délégation, je suis là et je suis présent. Vous pouvez compter sur moi et me voir quand vous voulez. C'est toujours une partie de plaisir d'être ici parce que, d'abord, Sandrine, on se connaît depuis très longtemps. On a eu la chance de faire pas mal de maisons pour tous ensemble. On s'est connus sur le terrain. Je crois que c'était, ça monte à 10-15 ans derrière déjà, 10 ans, presque plus. Bon, j'ose pas dire. Donc, vous voyez, pour moi, c'est très agréable. Surtout, l'avantage, c'est que, par la fonction, je suis responsable des 22 maisons pour tous de la maison de Montpellier, de Montpellier, pardon. Et 22 maisons pour tous, ce sont 22 maisons pour tous qui sont tout à fait différentes. C'est-à-dire que chaque quartier a sa spécificité. Et c'est vrai qu'ici, Alexandrine, elle a su créer quelque chose de différent, comme d'autres quartiers l'ont fait aussi, mais je ne vois pas ce qu'ont fait tes copains aussi. Mais c'est vrai qu'ici, tu as ta particularité et c'est toujours très agréable de venir. En ce qui me concerne, surtout, je crois que ce que je puis dire, c'est que je suis adjoint du quartier, ma fonction est de circuler, d'aller voir toutes les maisons pour tous. Mais pour moi, c'est pas un travail, c'est pas une corvée, c'est un plaisir. C'est un plaisir parce que, d'abord, ça permet de rencontrer les citoyens sur le quartier. Ça permet de voir que les maisons pour tous sont vraiment dans leur fonction. Ils jouent leur rôle complètement. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent à avoir ce contact avec la population et à créer une synergie entre les gens du terrain et les maisons pour tous. Et pour nous élus, notre rôle, c'est de leur contact, d'être toujours présent, de savoir ce qui se passe. Et comment le faire si ce n'est que venant assister à ce genre de manifestation, en assistant à des concerts quand je suis venu ici la dernière fois, en assistant à d'autres manifestations. C'est comme ça qu'on arrive vraiment à garder un contact. Et je crois que c'est intéressant parce que ça permet vraiment de savoir ce qui se passe sur le terrain, ça permet de savoir quelles sont les demandes des gens. Alors c'est avec des demandes, on ne peut pas toutes les conclure, c'est pas toujours facile, mais au moins ça permet à nous d'avoir la température, s'il faut permettre cette image du terrain, ça permet d'avoir vraiment ce qui se crée et surtout de savoir quelle est la demande des gens du quartier. Donc Sandrine, bravo, merci de faire ton travail, merci de bien le faire et puis surtout continue. Je tiens à redire à quel point je suis heureuse d'être déléguée aujourd'hui à cette maison de quartier, à cette maison pour tous, que je fréquente depuis je ne sais combien d'années en tant que simple habitante du quartier des Beaux-Arts. Ensuite, dire que ce festival d'art singulier, bien évidemment, il est important, d'abord parce que pour moi, c'est vraiment la grande fête du quartier. Je te l'ai dit tout à l'heure, Sandrine. C'est 4 jours de fête et l'art est au milieu et c'est important pour les habitants du quartier de voir, et les autres d'ailleurs, de voir que l'art est à portée de main. Cette année, je sais que nous avons des artistes locaux, à savoir même un artiste qui habite sur le quartier des Beaux-Arts, à quelques centaines de mètres d'ici. Et c'est fondamental pour moi parce que la culture, c'est quelque chose de simple. C'est quelque chose qui est à portée de tout le monde, qui doit être à portée de tout le monde. Et bravo Sandrine et toute l'équipe, parce que je crois qu'il y a quand même une équipe qui vit à un rythme assez dense depuis quelques semaines à propos de ce festival, pour nous présenter toutes ces œuvres. L'année dernière encore, je suis passée bien évidemment lors de cette grande fête. L'art est là, l'art est à portée de main. Il est important que les Montpelliérains soient présents aussi au rendez-vous pour voir à quel point... je ne vais pas dire que tout le monde peut être artiste, mais presque. Je viens de prendre la délégation à la culture, à la vie. Et je suis
très content d'être ici parce que mon contact avec l'art singulier et l'art brut s'est opéré il y a à peu près une quarantaine d'années à travers mon activité d'avocat, puisque un gérant de tutelle, qui était d'ailleurs un ami proche de Philippe et de moi, m'a amené à l'hôpital psychiatrique et m'a fait découvrir ce que pouvait être l'art brut, l'art singulier, des artistes qui vivent de manière plus que discrète, parfois, dans les hôpitaux psychiatriques. C'est un des aspects de cet art, ce n'est pas le seul, bien sûr. Donc, c'est une nouvelle rencontre avec une activité de ce type. Et je pense que l'objectif en est très important. Permettre à chacun de s'exprimer de la manière qui est la sienne. Et on a vu que des chefs-d'œuvre ont été accomplis sans école, sans référence à qui que ce soit, avec une liberté totale. Et cette liberté, on la retrouve aussi dans le public qui va venir, à qui les artistes s'adressent et qui s'adressent aux artistes, dans un dialogue singulier lui aussi parfois, mais extrêmement libre, extrêmement ouvert. Donc je crois que c'est une initiative qu'il faut saluer, si j'ai bien compris. C'est la 4e édition. Donc c'est un festival qui prend son air et qui s'inscrit dans le paysage culturel de Montpellier et puis peut-être pas de la métropole, hein, puisque nous avons vocation tout ça. Et c'est surtout un festival qui rassemble des artistes, un public et des disciplines tout à fait différentes, puisque le programme dont on vous parlera est très riche, très large, fait appel à la sculpture, à la peinture, à la musique, et ainsi de suite. Donc, bravo aux organisateurs. Donc, comme on vous l'a expliqué, donc, ce festival a été créé en 2012. À l'arrivée à la Maison pour tous Chopin, donc dans le quartier des Beaux-Arts, il nous a semblé sympathique de faire un petit clin d'œil au nom du quartier, à la proximité avec l'école des Beaux-Arts, en créant un festival de l'art de tous pour tous, je dirais. Vous avez beaucoup parlé d'art brut, je parlerai plus d'art singulier, d'art hors norme, mais vous aurez l'occasion pendant le festival de voir quelles sont les limites, les étiquettes que l'on veut mettre sur ces créations. Mais je crois qu'avant tout, comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises, c'est l'art libre de toute contrainte. Chaque artiste a une personnalité hors norme, ses créations également. Ce festival donc accueille une quarantaine d'artistes, avec chaque année des invités d'honneur. Vous avez parmi vous aujourd'hui Moss qui a été l'invité d'honneur de la première édition, et Sophie Ernion, dont vous avez les œuvres ici, qui est l'invité d'honneur cette année, en compagnie de Desmains. Donc cette année on a 2 invités d'honneur, un homme, une femme, pourquoi pas la parité. Et donc tout au long du festival, vous pourrez également profiter de concerts, de spectacles, d'ateliers pour le public. L'idée étant que ce festival soit foisonnant tant dans les œuvres que dans la proposition des animations. Certainement, je voudrais rajouter que c'est vraiment un festival à échelle humaine, tant dans le contact avec les artistes que le public peut avoir, que l'équipe peut avoir, et humain également dans le sens où, au-delà du soutien de la ville, de notre direction, du service des Maisons pour tous, ce festival n'existerait pas sans cette dimension humaine de soutien des bénévoles que l'on a, qui nous accompagnent tout au long du festival. Je prendrai, pour on ne peut pas les nommer, Benoît Courcel et Ariane qui sont présents également ici et qui sont un soutien dès qu'on se sent un peu en relâche, ils sont toujours là pour nous soutenir. Il y a également la participation d'hébergeurs bénévoles, puisqu'on fait appel pendant le festival à des hébergeurs bénévoles, donc des habitants du quartier qui hébergent gentiment les artistes, puisqu'ils viennent de partout en France. Il y a effectivement des artistes locaux, mais également des artistes qui viennent de partout. Sophie vient de très loin avec Hugues, qui exposera également cette année. Et ils ont fait le chemin pour être parmi vous aujourd'hui. Donc j'ai sans doute oublié plein de choses, mais vous avez comme support donc, le catalogue qui vous fait une petite présentation de chaque artiste. Il y aura également un programme qui devrait être arrivé incessamment sous peu, j'espère dans la journée, dans lequel vous avez tout le déroulé du festival. Et puis que dire de plus, venez nombreux, en famille, et venez passer un super festival. Merci. Alors,
le jour où vous m'avez dit je vais faire un festival d'art singulier, je vous ai dit c'est la plus belle idée du monde. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est la plus belle idée du monde. Et je partage tout à fait ce que vous avez dit. L'art brut, l'art singulier, ok, mais le plus beau mot, c'est l'art libre. Et je le conçois également comme vous le concevez. L'art libre parce que quelque part la pensée libre, la création libre, le mouvement libre. Et ça c'est fondamental. Dans un monde ultra normé qui a envie de renfermer tous les uns et les autres dans des cages. Ben, l'art libre donne une autre respiration à l'art. Une respiration populaire. C'est un art populaire. C'est un art de proximité. J'ai rencontré à Aubagne Daniel Jacqui et sa maison extraordinaire. J'ai rencontré la grande collectionneuse d'art brut dont j'ai le nom de revenir, à côté à la Grasse. Cérès Franco. Cérès Franco. À la Grasse, dans l'Aude, qui est exposé au musée de Carcassonne. Vous avez ici, pas loin, la maison du facteur Cheval, à l'Aiglon, qui est un chef-d'œuvre dans son sens propre, de son intimité. Et puis ici, dans le quartier des Beaux-Arts, vous avez le musée d'art brut, qui est fait par Patrick Michel, dont le père a été grand artiste sur bois et sur zinc, en maniant les métaux. Et il a toute une collection, c'est d'ailleurs lui qui m'a présenté Cérès Franco à la Grasse, qui m'a fait visiter en détail toute sa collection magnifique. Voilà. Et je crois qu'il faut l'appeler l'art libre, effectivement, même si les gens, les spécialistes connaissent davantage la terminologie d'art brut, d'art singulier. Mais quelque part, la philosophie, c'est la liberté. C'est la liberté d'abord de ton, puisque l'interprétation du monde se fait sur une grande liberté de ton et de sensibilité. C'est la liberté des couleurs, c'est la liberté de l'usage des matériaux, où souvent les matériaux qui sont utilisés par les artistes sont des matériaux qui sont recomposés, qui sont intriqués les uns dans les autres, ou avec les uns avec les autres, et qui sont de nature extrêmement différente, créant ainsi des oppositions. Mais des oppositions qui entrent dans une grande unité, qui est l'unité de la fabrication même de l'artiste. Je vais vous dire, moi, à quoi je compare l'art libre. Je le compare à l'art roman. C'est la même idée que l'art roman. Le sculpteur roman, quand il a un chapiteau, il sculpte le chapiteau. Et il y va d'asymétrie, il y va de motifs totalement étrangers les uns aux autres, mais en toute liberté. C'est un peu cette idée-là qui vient de cet art roman que je retrouve et que j'ai étudié en médiéval, que je retrouve dans cette figuration libre de l'art qui est proposée à la maison de quartier Frédéric Chopin. C'est pour ça que je tenais à être là aujourd'hui, parce que ce n'est pas un problème d'être là pour faire le malin ou pour faire de la politique. C'est parce que ce que nous faisons aujourd'hui est très important. Quand il y a eu des régimes totalitaires, eh bien, l'art a été en réalité la première victime. Quand il y a eu des régimes extrémistes, l'art et le livre ont été les premières victimes. Et souvent, on a qualifié l'art avec des termes qui sont propres à notre conception aujourd'hui de la République. Et c'est pour ça que proposer un art qui ne se cantonne pas à des limites, je dirais, culturelles déjà prescrites par nos normes sociales, eh bien, quelque part, c'est donner de la respiration au monde entier. C'est pour ça que je voulais être là. C'est philosophiquement que je suis là. C'est pas politiquement. C'est philosophiquement.
Parce que la création libre, c'est ce qui nous permet de respirer. C'est ce qui garantit notre survie. Gilles Clément, dans son petit bouquin sur le tiers paysage, dit de la biodiversité que ce sont les petits insectes dans les massifs autour des arbres qui assureront la survie de notre espèce. Eh bien, il en va de même pour l'art libre. C'est ce qui peut-être va nous permettre, à un moment ou à un autre, de nous régénérer quelque part. C'est en ce sens-là que j'ai souhaité être présent aux côtés de Sandrine Heller, qui est la seule initiatrice de ce projet. Parce que c'est vous qui l'avez porté. C'est sûr avec les structures de la ville, mais c'est vous qui avez eu l'idée, donc je tenais à rendre hommage pour l'avoir fait, parce que votre action est fondamentale pour la ville tout entière. Bon, moi je vais vous poser une question, mais c'est plutôt une question régionale. On a le sentiment qu'il se passe vraiment quelque chose autour de l'art brut dans toute la région, puisque Cérès Franco donc, fait sa conférence de presse la semaine prochaine, la collection est installée définitivement à Montaulieu, près de Carcassonne. Il y a le Miam à 7 évidemment, vous nous annoncez l'ouverture enfin du musée de Patrick Michel, il y a le festival. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une espèce de mise en réseau de tout ça pour qu'il se crée une image Languedoc-Roussillon art brut? Alors, c'est pas forcément vous qu'il fallait la poser, mais bon. Si vous la posez, je vais y répondre. Mais, vous savez, il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas regardées avec le prisme que vous indiquez dans votre question. Les églises romanes, dans le milieu de la France, eh bien, elles sont, et je vous renvoie au rapport de Oudot de Dainville, qui se trouve aux archives du lycée départemental de l'Hérault, à Pierre-Vive. Oudot de Dainville, qui a été archiviste départemental et qui était un féru d'architecture. Il a repéré un certain nombre de petites églises romanes construites à la fin entre le XIe et le XIIe siècle, la fin du XIe jusqu'à la fin du XIIe, qui avaient toutes des caractéristiques similaires. Elles avaient un cintre à l'entrée, elles avaient une abside ronde, et elles avaient des dents d'engrenage sous les génoises des toits. C'était un style roman particulier qui n'existe qu'ici, et un peu dans le bas Languedoc, si vous voulez, et qui était la commande des évêques de Maguelone, suite très certainement à la grande peur de l'an 1000, où en l'an 1000, les chrétiens ont pensé que tout allait disparaître comme en l'an 2000, d'ailleurs. Et ça a été une commande pour remercier Dieu d'avoir maintenu l'humanité en bon état. Mais si vous regardez bien, l'art roman aujourd'hui, il s'étale sur le Grand Languedoc. Il y va de Saint-Victor à Marseille, jusqu'à Saint-Cernin à Toulouse et dans le Bordelais. Tout ça n'a jamais été intégré dans une grande réflexion d'ensemble, sauf par quelques historiens qui en ont fait un mémoire de maîtrise, je ne sais quoi, ou des articles, mais il n'y a jamais vraiment eu de mise en réseau de tout ça. Et pour le tourisme, ce serait fabuleux. Pour l'art, il en va de même. Et j'ai toujours beaucoup d'appréhension, moi, sauf pour l'aspect touristique, qui peut être une valorisation du territoire, de mettre en réseau les artistes. Parce que les artistes, ils travaillent librement, et ils travaillent sur des ateliers. Alors, ils correspondent entre eux, mais les mettre en réseau de façon institutionnelle me dérange. Ça me dérange. Sauf si ce sont des musées institutionnels qu'on met en réseau pour des causes touristiques, pour des raisons touristiques de valorisation du territoire. 22 maisons pour tous sur la ville, dont on va reprendre, parce que ce que fait Sandrine ici, c'est parfait. Ce qu'il faudrait qu'on fasse dans tous les quartiers, mais pas uniquement sur l'art singulier, mais on peut le faire sur la musique, on peut le faire sur tout, à condition de donner un bain de culture généraliste pour l'ensemble des citoyens du quartier, qui demandent ici du soutien scolaire, ici de l'apprentissage de la peinture, ici de l'apprentissage des langues. Oui, c'est ce melting pot qui est très important dans les maisons pour tous et qui, de temps en temps, peut présenter des saillies, comme ce festival, qui est particulier. Le Balbosque présente l'île de Seine
pour un studio de musique, pour les montages. Il peut y avoir plusieurs maisons pour tous qui ont des spécialités. Le hip-hop, j'ai l'intention de le proposer pour la maison de quartier Mélina-Mercoury, et de scène qui est tout à fait adaptée pour l'exercice du hip-hop, pour les associations amateurs qui peuvent avoir des relations intimes, comme ça a été dans l'avant-dernier Montpellier Danse avec Montpellier Danse, avec la Cité internationale. Voilà, c'est ces choses-là qu'il faut mettre en connexion et en cohérence. Mais c'est beaucoup de travail, parce que c'est petit à petit que ça se fait. Il y avait tous les artistes venaient, alors c'était de la déco, ça a été de la peinture, ça a été un amalgame de carton où ils ont fait des statues, et ça a duré 4 jours, et c'était vraiment aussi très particulier. Il y a un mois, c'était à les scooters c'était sur la porcelaine. J'avoue que j'étais surpris de la qualité de ce qui était présenté. Je suis allé là-bas en me disant, bon, oui, ça va être la présentation simple. Et en fait, les artistes, vérifiez votre site, parce que le site ne met pas en valeur vraiment la qualité de ce que vous présentez. Et là, pareil, dans un quartier qui est plutôt populeux sans être péjoratif, les gens étaient en admiration, il y avait des présentations qui étaient magnifiques. Donc, voyez, chaque quartier, on essaie de les faire bouger. Alors, c'est vrai qu'il y en a 22, les 22 ne peuvent pas faire tout pareil, mais on a quand même quelques entreprises comme ça qui sortent un peu du lot. Peut-être aussi par la directrice, ils sont pour leur exploiter, parce qu'après, on va plus savoir comment ça peut dire. Mais c'est vrai qu'il y a des directrices, des directeurs qui ont cette faculté de pouvoir s'adapter au quartier et apporter vraiment la petite touche qui fait la différence. Oui, pas tout à fait, oui. La proximité de l'école des Beaux-Arts. La proximité de l'école des Beaux-Arts. Dans le quartier des Beaux-Arts, il y a des peintres, il y a des sculpteurs, il y a des libraires. Il n'y a qu'une chose qui manque, comme elle manque à Montpellier, c'est les potiers de terre. Les potiers de terre sont partis de Montpellier. Le dernier s'est installé à Sainte-Croix de Queltiargues, pas loin de Montpellier. C'est l'ancienne famille Artus. Moi, j'ai participé à l'écriture de... J'étais avec Jean-Louis Vessette, qui était à la Braque, qui a fait sa thèse sur les potiers de Saint-Jean-de-Fosse. Et Bernard est comme moi passionné de poterie ancienne de Saint-Jean-de-Fosse, qui sont des poteries populaires, qui servaient de vaisselle, qui servaient de tuiles fêtières sur le bord des toits, le bord des toits, sur les briques également. Ça, c'est de l'art populaire. Voilà, on a toujours été un peu au contact de ça. On va faire venir les potiers de là où habite Moss maintenant à Saint-Quentin-la-Poterie. C'est une grande tradition de D'ailleurs, Et de fabrication de piles. D'ailleurs, le proverbe de Saint-Quentin, en occitan, vous le connaissez? Non. À Saint-Quentin, Tchakatoupé, trova à sa cabucelle. Qui est capable de traduire ça? Chaque pot trouve son couvercle. C'est-à-dire que chacun trouve chaussure à son pied dans tous les épisodes de la vie possibles. Voilà, exactement. Chacun toupie dans ce carrousel. Voilà, c'est-à-dire que les garçons et les filles ne restent jamais célibataires. Ce qui est intéressant aussi, on a parlé du hip-hop tout à l'heure, c'est de constater que certaines pratiques partent de la rue, du quartier ou de la maison pour tous, et finalement aboutissent dans les circuits classiques de l'activité artistique. Le Corum, ça a été quand même 6000 personnes en 3 jours pour voir des spectacles de hip-hop. Et toutes générations confondues, ce qui n'est pas le cas pour d'autres pratiques. Ici, si on doit accueillir 6 000 personnes en bord du 3 soirées, 2000 personnes pleines chaque fois pour Marzuki. Et El Cambous a commencé ici. C'est un artiste qui vient à une renommée plus que nationale. Donc il y a vraiment un intérêt à favoriser l'émergence des artistes de cette manière.
D'ailleurs, pendant le festival, sur la programmation des animations, au niveau des spectacles, on a beaucoup de choses qui sont des sorties de résidence de compagnies qui sont devant la Maison pour tous. Des spectacles. Le vendredi soir, vous avez un concert de musique colombienne, de danse colombienne. C'est une association partenaire de la Maison pour tous, Los Colombianos del Sur. On a la compagnie Imagine aussi qui donne des cours de danse contemporaine, qui va faire une performance dans le parc. Il y a plein de compagnies comme ça qui vont proposer quelque chose, mais qui sont à l'année dans la Maison pour tous. Dernier point sur l'art libre que j'aime bien, c'est que les artistes de l'art libre sont capables de donner leur lettre de noblesse à des matériaux qui ne seraient pas nobles, par définition. Que ce soit la résine, que ce soit le plâtre, que ce soit n'importe quoi finalement, le plastique. Ça devient, c'est utilisé pour être et conformé dans l'esprit de l'artiste, pour devenir support de l'art. Et ça, pour moi, c'est vachement important, parce que moi qui suis chirurgien dentiste de profession, j'utilise tous ces matériaux. Et j'ai fabriqué des bijoux, j'ai fabriqué des trucs avec, comme vous faites, avec les procédés anciens, avec le procédé de la cire perdue, avec tout ce genre de choses. Et c'est très intéressant parce que c'est un art où la main de l'homme prend tout son sens. On retrouve les arts premiers. On retrouve les Romains qui, dans un os de sèche, en creusant, en le coupant en deux, en creusant, en creux, de part et d'autre, des formes identiques, arrivaient à couler le bronze sous pression et à fabriquer des volumes assez exceptionnels. Il y a plein de choses comme ça. Et là-dedans, on retrouve tout ça. Le travail de la main, de rattraper les formes, de reconquérir la substance. C'est ça qui me plaît. Et pourquoi on le voit, pourquoi c'est accessible? Parce que les gens disent, mais ils peuvent le toucher, ils peuvent le comprendre physiquement. Alors que souvent là, il faut avoir une certaine initiation. Là, on le comprend tout de suite. C'est ça qui est bien. On le comprend physiquement. Ce qui était le plus frappant chez les malades dans le secteur psychiatrique, c'est que certains subissaient une camisole chimique, d'autres avaient choisi de vivre là, dans une ambiance sanitaire mais carcérale en partie. Et en même temps, il y avait une liberté créatrice absolue, à tel point que le marché, de manière détournée parfois, venait s'insérer à nouveau dans ces endroits-là, et pas toujours animer les meilleures bonnes intentions. Ce qui fait que j'étais allé expliquer aux étudiants de la faculté de lettres comment on pouvait faire vivre incapable majeur et œuvre d'art. Parce qu'il y a le droit d'auteur, il profite à tout le monde. Il y avait vraiment des questions très très intéressantes. Mais au-delà de l'environnement en psychiatrie, il y avait une extrême liberté créatrice que même les médicaments n'arrivaient pas à juger.